The spread of the coronavirus has been a major shock to the growth prospects of the global economy. All sectors will be impacted. Industry, trade, hotels, retail, you name it. 170 countries are going to see income per capita falling. Cette crise-là, la crise économique, ne fait que commencer. En 2020, l'économie mondiale traverse une situation historique. Ces dernières décennies, quasiment chaque année apportait un surplus de richesse. Cette fois, les économistes prédisent une chute jamais vue. Le FMI a attribué à cette crise un nom digne d'un titre de blockbuster. The Great Lockdown, le grand confinement. Et vous savez à quoi ça ressemble une crise économique de cette ampleur ? À une sorte de rectangle. Bon, mais je vais un peu trop vite. Avant d'avoir un rectangle, en fait, on a ceci. Deux droites. Ou deux courbes, ça revient au même. Ce ne sont pas n'importe lesquelles. Ces courbes, en fait, c'est la manière de base dont on décrit les crises économiques potentielles en économie. Ce qu'elles représentent, ce sont l'offre et la demande. C'est-à-dire des gens qui vendent des biens ou des services et des gens qui les achètent. En fonction du prix qui se trouve sur cet axe, ils décident d'en échanger une plus ou moins grande quantité qu'on lit sur cet axe. Prenons la courbe d'offre, celle qui monte. Je vais utiliser un exemple pour la comprendre. Imaginez que le prix des feuilles mortes augmente et devient même assez élevé. On s'est rendu compte que les feuilles mortes sont hyper bonnes en tisane, en smoothie et même en burger avec supplément fromage. Bref, on se les arrache. Si c'était le cas, il est très probable qu'on soit de plus en plus nombreux à partir ratisser sous les arbres et à installer un petit stand au marché du coin pour gagner de l'argent. La quantité de feuilles mortes produites augmente. Donc, plus les prix montent, plus la quantité de feuilles mortes mises en vente augmente. On peut aussi lire ça dans le sens inverse. La hausse de la production nécessite de l'argent. Par exemple, pour l'achat de râteaux pour ramasser les feuilles mortes ou de camions pour les transporter. Produire plus augmente les coûts et au final, les prix. Bien, maintenant, la courbe de demande. Elle descend. On peut le résumer de manière assez simple. En général, un prix élevé attire peu de clients. En période de solde sur les feuilles mortes, en revanche, les prix baissent, les quantités vendues augmentent. Et quand on met les deux courbes dans ce graphique, elles se croisent. Le point A, c'est le point d'équilibre. Vendeurs et acheteurs sont d'accord pour échanger telle quantité à tel prix. Tout le monde est satisfait. Merci. Jusqu'au choc. On dit qu'une crise économique, c'est soit un choc de demande, dans lequel c'est la demande qui diminue, ce qui provoque une diminution de l'activité économique, ou alors un choc d'offre, dans lequel c'est l'offre qui diminue. Un choc d'offre ou un choc de demande. Commençons par le choc d'offre. C'est par exemple un choc pétrolier, c'est-à-dire une augmentation brutale du prix du pétrole. Pour les entreprises qui ont besoin de pétrole pour fonctionner, produire coûte plus cher. Dit autrement, avec les mêmes moyens disponibles, elles ne peuvent plus produire autant. La courbe se déplace vers la gauche. Mais deuxièmement, un choc économique peut aussi venir de la demande. Ce pourrait être par exemple une hausse des impôts. Les gens ont alors moins d'argent, leur consommation diminue. La courbe se déplace vers la gauche. Bon, on a vu ce qu'est un choc d'offre, on vient de voir ce qu'est un choc de demande. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la crise économique provoquée par le coronavirus correspond-elle à l'un ou à l'autre ? Eh bien en fait, la particularité de cette crise, c'est qu'elle concerne les deux à la fois. Et ça, c'est extrêmement rare.
Si on voulait le rapprocher dans une certaine mesure de quelque chose, c'est plus de ce qui se passe pendant une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, imaginez une ville ou une région touchée par un tremblement de terre ou un typhon dans lequel d'un seul coup tout est désorganisé, tout s'arrête. Bon, mais la question c'est pourquoi c'est à la fois un choc d'offres et de demande. D'abord le choc d'offres. Avec les mesures de confinement, de nombreuses entreprises sont fermées ou tournent au ralenti. En France, l'activité économique a été réduite d'un tiers. L'industrie est affaiblie et de nombreux secteurs sont quasiment à l'arrêt. Pour tout ça, la courbe d'offres a bien été déplacée vers la gauche. Dans le même temps, les gens ont cessé d'acheter toute une série de choses. Des entreprises parce qu'elles ne vont pas se mettre à investir maintenant vu qu'il n'y a rien à faire, d'accord ? Et des particuliers parce que soit ils anticipent que leur situation va devenir difficile, soit parce qu'il n'y a tout simplement plus autant de choses à acheter qu'auparavant. Tous ces gens qui cessent d'acheter, ça signifie que la demande se rétrécit. La courbe se déplace ici. Le résultat, c'est que le nouveau point d'équilibre entre l'offre et la demande, c'est celui-là. Et voilà, on retrouve ici le fameux rectangle dont je vous parlais au début de cette vidéo. Il schématise l'ampleur des bouleversements économiques dans cette crise. Bon, comment évoluent les prix dans tout ça ? Eh bien, ils vont dépendre de l'intensité des chocs. Si le choc sur l'offre est grand, mais sur la demande petit, les prix vont monter. Et inversement, une offre qui ne bouge pas trop, mais une demande qui baisse beaucoup, provoque une baisse des prix. Si les chocs sont équivalents, les prix peuvent rester stables. Mais si l'on se concentre sur les quantités échangées, quoi qu'il arrive, elles baissent. On voit qu'on est passé du point C au point D, qui correspond à une quantité de marchandises bien inférieure. L'activité économique est de moins en moins importante. C'est ce que l'on appelle la récession. Et ça, d'un point de vue économique, c'est extrêmement grave, parce que ça peut nous entraîner dans un cercle vicieux. Si l'activité diminue, il y a de plus en plus de personnes au chômage. Or, dans ces conditions, on a tendance à moins dépenser. On va mettre de l'argent de côté au cas où. Les entreprises aussi reportent leurs investissements, faute de clients. Résultat, l'activité économique diminue encore plus, et ainsi de suite. On parle de spirale récessionniste. Il faut donc agir rapidement, car plus on attend, plus on risque de tomber bas. Il faut mettre le paquet tout de suite. Le but, pour ceux qui pilotent l'économie, c'est de repousser les deux courbes. Réduire au maximum ce rectangle pour revenir au plus proche du point d'équilibre d'origine. Ça permettra à l'économie de reprendre son cours normal une fois la crise passée. Alors, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? D'abord, on peut essayer de repousser la courbe d'offres, mais Sur le court terme, on n'a pas de moyen d'agir sur l'offre. agir sur l'offre, ça voudrait dire adapter les entreprises à la nouvelle situation. On peut reprendre l'exemple du choc pétrolier. Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à un choc pétrolier ? Eh bien, il faut que les entreprises inventent des voitures qui consomment moins. Il va y avoir des activités économiques qui vont devoir cesser et d'autres activités économiques qui vont devoir repartir. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Surtout, il faut préciser un élément un peu particulier dans le cas du coronavirus. Le choc d'offres vient du confinement. Mais c'est une décision que nous avons prise nous-mêmes et qui ne va pas durer éternellement. Tout ça pour dire que ce n'est pas forcément judicieux de bouleverser les entreprises pour tenter de les adapter à une situation qui devrait bientôt changer à nouveau. Non, en attendant, l'urgence c'est de soutenir la demande et de redécaler sa courbe. Il faut que la population conserve un revenu. C'est une sorte de perfusion qui est donnée à l'économie avec l'idée qu'elle pourra repartir après. C'est bien l'idée de, au moins pendant la crise, limiter la casse. Ça, en France, ça correspond par exemple aux mesures de chômage partiel qui concernent 10 millions de salariés en avril 2020.
Aux États-Unis, où ce genre de dispositif n'existe pas vraiment, le gouvernement a décidé de verser une indemnité d'environ 1 200 $ à des dizaines de millions d'Américains. Ça permet aux gens de subvenir à leurs besoins, mais aussi d'entretenir la demande. On casse le piège de la spirale récessionniste dont on a parlé. Les entreprises qui fonctionnent encore continuent d'avoir des clients et maintiennent leur activité. Alors, il y a quand même 2 conséquences à tout ça. La première, c'est un risque d'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix. Pour moi, la crainte qu'on peut avoir à ce niveau-là, elle pourrait venir si jamais les gens ne veulent plus ou ne peuvent plus travailler dans toute une série d'activités économiques à cause de l'épidémie. On soutient la demande, mais l'offre, elle, ne revient pas à sa place. Et oui, pour les entreprises qui doivent se réorganiser, produire coûte plus cher. Le point d'équilibre se fait à un niveau de prix plus élevé. Mais il y a une seconde conséquence à laquelle vous avez forcément pensé. Cette situation et ces mesures de soutien à la demande, elles coûtent extrêmement cher. Pour donner un ordre de grandeur, en gros, on peut dire pour la France, l'effet de la crise de 2008, c'est que la dette publique par rapport au PIB est grosso modo passée de 80% du PIB à 100% du PIB. On parle là d'une hausse de plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est colossal. Sachant que là, on est parti pour une récession plus forte, il faut s'attendre à un effet sur les finances publiques qui sera au moins le même et très probablement plus fort. Comment y faire face, c'est une autre histoire. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que même si ces mesures coûtent extrêmement cher, ne rien faire, ce serait laisser le rectangle s'agrandir. Un scénario qui coûterait encore beaucoup plus cher à l'économie.